Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à vous, vous qui nous aimez et vous qui suivez notre plus belle émission Tempo d'actualité qui est présentée par moi bien sûr, Clémence KBA, la métaphysique de la presse. Voilà, déjà j'ai dit merci à mon boss Gauthier Massassou pour cette opportunité, merci à lui, merci à toute l'équipe de Carmel Media Info. Je vous invite de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Carmel Media Info et vous ne serez jamais déçus parce que c'est une chaîne qui vous apporte toujours des informations à la une, des actualités à la une. Voilà, aujourd'hui nous aurons à parler du droit, de la magistrature. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui, très spécial en tout cas. Il était l'inspecteur général des services judiciaires de notre pays en 2000. Voilà, inspecteur général judiciaire de notre pays. Il est là à notre côté. Nous allons vraiment parler de la magistrature. Nous allons parler de l'appareil judiciaire de notre pays. Vraiment, je vous promets que nous aurons à parler avec un français facile. Vous allez vraiment comprendre. On va parler avec un français facile avec papa. Vraiment, c'est vrai, je n'ai pas fait le droit, moi. Je fais la communication. Il y a certains mots qui m'échappent. Il y a des mots que nous entendons aujourd'hui, entre autres le parquet, entre autres la cour d'appel, entre autres... vraiment, il y a beaucoup de mots là qui nous échappent aujourd'hui. Il y a la loi Minako là. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Alors, sur ces plateaux aujourd'hui, papa va nous expliquer. Il va vraiment nous expliquer en profondeur comment l'appareil judiciaire de notre pays fonctionne. Où est-ce qu'il faut accuser un ministre? Où est-ce qu'il faut accuser un député? Et où est-ce qu'il faut accuser un individu simple comme moi et vous? Alors, nous aurons vraiment à développer cela avec notre invité. Vraiment, je vous rappelle que c'est un grand homme. Nous disons bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Vous allez bien, papa? Bon, Koussi Koussa, nous allons bien. Jusqu'ici, le Seigneur nous garde. Nous sommes dans la joie avec ça. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes émus. Nous sommes très heureuses que vous puissiez répondre à notre invitation aujourd'hui. C'est juste pour éclairer un peu la population par rapport à certains concepts du droit que nous ne connaissons pas. Et comme vous êtes du domaine, voilà pourquoi nous avons pu recourir à vous pour avoir un peu plus de connaissances, pour transmettre aussi la connaissance à la population qui nous suit maintenant là. Alors papa, dites-nous un peu comment s'organise l'appareil judiciaire de notre pays? L'appareil judiciaire, mais c'est une question assez vaste. L'appareil judiciaire est organisé à partir de la constitution de notre pays. C'est la constitution de notre pays qui a institué l'appareil judiciaire. Là-dedans, vous avez le pouvoir judiciaire qui est composé de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, qui est composé également de Conseil d'État, avec les tribunaux, cours et tribunaux civils et militaires. C'est à ces juridictions-là
auquel on a dévolu le pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir judiciaire, il est indépendant. Il est indépendant parce que le Parlement ne peut pas se mêler aux activités du pouvoir judiciaire. L'exécutif non plus, il ne peut pas s'y mêler. Alors, nous avons, selon la Constitution, les juridictions de l'ordre judiciaire, qui sont composées de la Cour de cassation. Après la Cour de cassation, on a le Cour d'appel. Après le Cour d'appel, on a le tribunal de grande instance. Au bas d'échelon, nous avons le tribunal de paix, le tribunal de commerce, le tribunal du travail, le tribunal pour enfants. Dans cet ordre de juridiction judiciaire, nous avons aussi les juridictions militaires. Nous avons la haute cour militaire, nous avons les cours militaires. À côté de ces cours militaires, il y a les cours militaires opérationnels qui doivent trancher des litiges là où il y a des guerres. C'est pour ça qu'on appelle ça des cours militaires opérationnels. Il y a des militaires qui sont au front, des infractions commises au front sont jugées par ces cours militaires opérationnels. En dessous des cours militaires opérationnels, on a les tribunaux militaires de garnison. Et puis après ces tribunaux militaires de garnison, vous avez le tribunal militaire de police. Il constitue l'ordre de juridiction. Il compose l'ordre de juridiction judiciaire. Et à côté de ça, nous avons aussi l'ordre de juridiction administrative. Nous avons le Conseil d'État, nous avons le cour d'appel administratif et nous avons le tribunal administratif. Et nous avons la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas parmi les juridictions de l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. C'est une juridiction qui est un peu à part, mais ils sont dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ils constituent le pouvoir judiciaire, qui est indépendant des pouvoirs législatifs et des pouvoirs exécutifs. Alors, vous voulez savoir, j'ai entendu parler de où est-ce qu'on peut accuser celui-là, où est-ce qu'on peut accuser celui-là. Il y a des compétences. Selon chaque juridiction, il y a des compétences. Alors, c'est difficile de vous le développer ici, mais le ministre, c'est au niveau de la Cour de cassation, et la Cour de cassation, on peut traîner le ministre là-bas, on peut le juger là-bas. Et le président de la République, lui, est jugé par la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui est le juge pénal du président de la République, du Premier ministre. Les ministres, la Cour de cassation et le président de la République à la Cour constitutionnelle. Et les députés Oui, les députés, il y a toute une procédure, hein, vous savez, parce que les députés jouissent d'une immunité pendant la session, n'est-ce pas? Donc, ils jouissent d'une immunité, même s'ils commettent les infractions pendant la session. On ne peut pas les poursuivre de cette manière-là. Il y a toute une procédure. Alors, il faut respecter cette procédure pour qu'on puisse lever l'immunité parlementaire. Et c'est le procureur général qui peut demander la levée de cette immunité parlementaire à l'Assemblée ou bien au Sénat. Alors, si on ne le donne pas, on ne peut pas les poursuivre. Si on lui donne, on peut le poursuivre, mais après, en dehors de la session. Et par rapport au chef de l'État, si on veut par exemple porter plainte au chef de l'État, en étant en pouvoir, ça s'est fait aussi? Qui n'est pas en pouvoir. Qui est en pouvoir? Qui est au pouvoir, en fait? Oui, mais le chef de l'État, il est aussi sous les lois du pays. On peut, dernièrement, vous suivez, on est en train de suivre, on n'est pas en train de suivre le problème de destitution du président de la République. Il y a les gens qui disent qu'on va le destituer. Il y a toute une procédure.
le chef de l'État, on ne peut pas les poursuivre de n'importe quelle manière. Il y a toute une procédure qui est prévue. Quand il a commis, par exemple, intentionnellement l'infraction qu'on appelle de haute trahison, c'est une infraction politique. Là, on doit se référer au procureur général près de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui va ouvrir le dossier, mais il demande au Parlement de l'autoriser d'engager les poursuites contre le président de la République. Et quand le président de la République, cette autorisation est faite, on instruit maintenant contre le président de la République. Et après l'instruction, si le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, trouve que les faits sont fondés, il demande maintenant, encore toujours, au Parlement de l'autoriser de fixer le dossier. Alors quand on l'autorise, il fixe le dossier à la Cour constitutionnelle. Et voilà, on va le juger. On va le juger. En étant au pouvoir. Tout en étant au pouvoir. Tout en étant au pouvoir, on peut le juger. On peut le juger s'il a violé intentionnellement la Constitution. Et intentionnellement. Si on peut violer intentionnellement la Constitution, c'est qu'on peut aussi violer la Constitution non intentionnellement. C'est possible. Je peux vous donner l'exemple, comment est-ce qu'on peut violer la Constitution sans l'intention de nuire. Vous avez, la Constitution prévoit la parité entre femmes et hommes au sein des institutions. Actuellement, quand vous regardez au gouvernement, malgré cette parité qui est prévue par la Constitution, le nombre de femmes qui sont au gouvernement sont inférieurs. Alors, est-ce que c'est une violation de la Constitution? Mais est-ce qu'elle est intentionnelle? Moi, je ne pense pas qu'elle soit intentionnelle. C'est parce que les femmes n'adhèrent pas facilement aux partis politiques. Parce que les partis politiques, ils sont là pour la conquête du pouvoir. Alors, s'il y a beaucoup de femmes au sein des partis politiques, et quand il y a maintenant le partage des pouvoirs, on peut les choisir aussi. Mais ils ne sont pas nombreuses au sein des partis politiques. Alors c'est pour cela que aussi au sein des institutions, elles ne sont pas aussi nombreuses. Mais la Constitution est violée parce que la parité n'est pas respectée. Mais est-ce que c'est une violation intentionnelle? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Intentionnelle, par exemple, il est prévu que les gouverneurs de région, des provinces, soient votés par les députés provinciaux et que s'ils sont votés par les députés provinciaux, ils deviennent gouverneurs, ils sont installés par le président de la... Voilà, papa, dites-nous un peu, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous entendons parler de la destitution de chef de l'État. Alors, nous pouvons avoir votre point de vue par rapport à ça? La destitution du chef de l'État. On doit le destituer s'il a commis une infraction, ça c'est sûr. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution. Et il est aussi citoyen comme nous tous. Mais bien sûr, il occupe des fonctions, de hautes fonctions. Pour qu'on puisse le destituer, il y a tout un mécanisme qui est prévu par la Constitution. Il faut qu'il puisse commettre la haute trahison. La haute trahison, c'est quand il viole la Constitution intentionnellement. N'est-ce pas? Quand, par exemple, il cède une partie du territoire, de notre territoire, il cède ça à un autre pays, c'est la haute trahison. Il n'est pas seul à être poursuivi pour la haute trahison, hein, avec le Premier ministre aussi. Hein. Oui. Alors, il y a toute une procédure. Si il a commis cette haute trahison, s'il a violé intentionnellement la Constitution, c'est le procureur général qui doit recevoir la plainte. Ce procureur général, il est près de la Cour constitutionnelle qui reçoit la plainte, avant d'instruire, il demande l'autorisation à l'Assemblée et au Sénat.
Et eux, ils peuvent lui donner cette autorisation. Et quand on lui donne l'autorisation, il fait l'instruction contre le président de la République. Et quand l'instruction est terminée, il demande encore au Parlement de pouvoir l'autoriser à fixer le dossier devant la Cour constitutionnelle. Et on fixe le dossier devant la Cour constitutionnelle. S'il est prouvé qu'il a violé intentionnellement la Constitution, là, va intervenir sa destitution. Il pourra être même condamné à des peines privatives de liberté. Alors, ici, sur les réseaux sociaux, on parle de sa destitution. Et elle est liée à la violation de la Constitution à cause du mandat du juge constitutionnel qui aurait été nommé alors qu'il ne pouvait pas être nommé parce qu'il interrompait son mandat. Il était dans le cours même normal de son mandat. On ne pouvait pas le nommer. C'est ce que les gens prétendent. Mais le mandat du juge constitutionnel, ce mandat-là, il est de 9 ans. N'est-ce pas? Il est de 9 ans, non renouvelable. Mais ce mandat, au cours même de ce mandat, par le mécanisme de renouvellement de la Cour constitutionnelle, par tiers des juges constitutionnels, 3 juges perdent leur mandat parce qu'ils sont remplacés, après 3 ans, ils sont remplacés par d'autres juges. Ils perdent leur mandat. Ils perdent leur mandat par ce mécanisme-là. Ils peuvent aussi perdre leur mandat par le fait de démissionner. Et le juge qui meurt, il perd aussi son mandat, parce qu'il est mort. Mais on peut aussi les révoquer, hein, si le juge constitutionnel, le juge à la Cour constitutionnelle, s'il commet une faute grave, selon une certaine procédure, le président de la République peut le révoquer. Il perd son mandat après révocation. Mais ce qu'on ne parle pas souvent dans cette histoire-là, c'est qu'on peut perdre aussi le mandat. Le juge à la Cour constitutionnelle, en plein exercice de son mandat, peut le perdre par le fait d'une nomination aux fonctions incompatibles à son mandat-là. On dirait que les gens qui parlent de toutes ces histoires de destitution, de mandat, on dirait qu'ils ne lisent pas la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Parce que dans cette loi-là, à l'article 34, il est dit que le juge à la Cour constitutionnelle peut être nommé à des fonctions incompatibles. Alors si, dès qu'il a été notifié de cette nomination, il a 8 jours pour réagir. S'il ne réagit pas dans 8 jours, il est censé avoir renoncé à son mandat. Mais s'il accepte, il part. Alors, je ne sais pas si le président de la République, semble-t-il, qui a nommé 2 juges, s'il est allé en dehors de la Constitution, je ne sais pas. J'attends savoir s'il a violé la Constitution, parce que la loi lui permet aussi de nommer ces magistrats-là en plein exercice de son mandat à de nouvelles fonctions, mais qui sont incompatibles. Et on a donné la possibilité pendant 8 jours d'accepter ou de ne pas accepter. S'il accepte, il s'en va. Le mandat tombe. S'il n'accepte pas, il reste. Mais si, en dehors de 8 jours, il ne réagit pas, donc il est censé avoir renié son mandat. N'est-ce pas? Alors maintenant, je me pose la question de savoir si, pour cela, on peut aller le destituer s'il a intentionnellement violé la Constitution.
Je ne sais pas. Moi aussi, j'attends pour voir si réellement il a violé, mais quelle disposition il a violé, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va nous éclairer, nous tous. Hein. Je crois que je peux m'arrêter là-bas. Je ne vais pas aller plus loin. Ok, merci beaucoup, papa. Mais parlons un peu de la loi Minaku. Apparemment, cette loi n'a pas été approuvée. Et quel est votre point de vue? La loi Minaku. La loi Minaku, la célèbre loi Minaku, Sakata, c'est ça. Il n'a pas été approuvé, non, il n'a pas été peut-être accepté par la population. Hein. La population a réagi, tout ça, parce qu'il donne un peu de pouvoir accru au ministre de la Justice. Je pense que c'est ça, la loi Minaku. Quand vous voyez cette loi-là, le ministre de la Justice voudrait aller faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Or, le Conseil supérieur de la magistrature, jusqu'ici, il est composé essentiellement des magistrats. Parce que les magistrats, ils se connaissent. Les magistrats, ils peuvent dire, voilà, celui-là, il travaille bien, il ne travaille pas bien. Voilà ce qu'il faut faire pour lui, tout ça. Ils se connaissent. Alors, c'est essentiellement des magistrats eux-mêmes qui sont dans le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui gère les magistrats. Bon, lui, semble-t-il, il veut aller se mêler à ça pour être membre de ces conseils. Ben, s'il est membre de ces conseils, en ce moment-là, on est obligé de changer même les dispositions constitutionnelles. L'article 152, qui prévoit le Conseil supérieur de la magistrature, il doit être changé, modifié. Or, le Conseil supérieur de la magistrature symbolise même l'indépendance de la magistrature. Si maintenant on doit le modifier à cause du ministre, de l'intrusion du ministre dans ces conseils supérieurs, c'est que on touche à ce qui concerne l'indépendance de la magistrature. Or, l'article 220 dit qu'on ne peut, il a verrouillé, on ne peut pas toucher à cette indépendance du pouvoir judiciaire. C'est interdit. Alors, moi, je crois que cette loi-là, elle-même viole la Constitution à l'article 220. Et puis, il semble que ces lois-là, ce n'est pas une seule loi, il semble qu'elles sont là, elles sont nombreuses, et n'ont pas été envoyées à la discussion au gouvernement. Parce que les lois organiques doivent d'abord, avant de passer aux commissions, ils doivent d'abord faire l'objet de débats au niveau du gouvernement. Le gouvernement doit donner ses avis. Mais apparemment, le gouvernement n'a pas donné ses avis. Hein. Donc, c'est que l'article 124 de la Constitution a été négligé. C'est une raison de plus pour que les gens puissent s'opposer à cette loi-là. On donne beaucoup de pouvoir au ministre de la Justice, qui a déjà la même mise sur le magistrat du parquet. Parce que le magistrat du parquet, on l'appelle magistrat, il doit quand même rendre compte à sa propre conscience. Si maintenant le ministre de la Justice peut lui dire, poursuivez celui-là, ne poursuivez pas celui-ci, alors que lui, il est convaincu que tel a commis une infraction qui est pour lui établie. Mais le ministre lui dit de ne pas poursuivre. Parce que c'est ce que la loi la cherche, à accroître le pouvoir du ministre de la Justice pour contrôler tous les magistrats du parquet, prétendre même les nommer d'une manière provisoire. Oui, proposer leur révocation, proposer ceci, cela, tout ça. Donc vraiment, ils coincent le ministère, donc le magistrat du parquet, on les coince. Ils ne peuvent pas bouger, ils sont complètement diminués, ils sont domestiqués par le ministre de la Justice. Puisque le magistrat du parquet, ils œuvraient toujours sur le contrôle du ministre de la Justice. Mais maintenant, on voudrait accroître encore ce pouvoir-là. On voudrait que le ministre doit se mêler, même au Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre cherche à nommer provisoirement
les magistrats, est-ce qu'en ce moment-là, les épreuves là qui sont prévues avant d'entrer à la magistrature vont-elles tomber ou c'est comment? Nous ne comprenons pas. Alors, vous comprenez que les gens ont raison de... Parce que ces lois organiques-là violent la Constitution en son article 220. Parce que ça nécessite la modification de l'article 150 qui prévoit le Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, ça n'a pas été soumis au débat du gouvernement, comme l'article 124 de la Constitution. Alors, il y a des raisons qu'on puisse repousser ces propositions de loi. Ces propositions de loi de Minakou et Sakata. Vraiment, la justice de notre pays doit être indépendante. Alors nous disons non à la loi Minakou et Sakata. Voilà, vraiment, on doit être indépendant dans notre pays. Au Salimabe, Bakangio, il ne faut pas que Intouchable, Bazalanakatsambo Kanabiso, qui que vous êtes, quoi que vous faites, ceux qui au Salimabe Bakokangayo. Nous disons non, non à la loi Minakou et Sakata. Voilà, papa, dites-nous un peu. Quand est-ce qu'un condamné peut-être peut interjeter l'appel? Je prends par exemple l'exemple de M. Vital Kamere. Il a été condamné à 20 ans de prison. Et subitement, nous avions appris, selon nos sources, qu'il a fait recours à la cour d'appel, je crois, et il sera jugé le 18 septembre. Alors, expliquez-nous un peu cela, nous ne comprenons pas tellement. La loi garantit aussi les intérêts et les droits de ceux qui sont poursuivis en justice. Nous sommes des hommes, les juges sont des hommes, ils peuvent se tromper quand ils rendent leur justice. Ils peuvent se tromper, hein. Au premier degré, ils peuvent dire des choses qui ne sont pas peut-être acceptables. C'est pour cela que la loi donne l'occasion, le droit à un condamné de relever appel contre la décision qui l'a condamné, n'est-ce pas? Il donne cette prérogative de relever appel contre ces décisions pour que le juge du second degré puisse aller examiner l'affaire et probablement peut-être l'acquitter. Hein. C'est son droit, c'est un droit constitutionnel aussi. Donc, il a été condamné, il conteste cette condamnation, il relève appel, il va aller chez le juge supérieur qui est censé avoir beaucoup d'expérience et qui va réexaminer l'affaire. Hein? Et dans ces recours-là, il fait son recours, le ministère public, l'organe qui poursuivant, il peut aussi relever appel contre la même décision pour dire que cet homme doit rester dans les liens de cette condamnation. N'est-ce pas? Donc, on garantit quand même les droits de ceux qui sont poursuivis par la justice. Hein. Et quand il est condamné, il doit relever appel pour aller au deuxième degré. Et puis au deuxième degré, il a la chance d'être aussi peut-être d'avoir une peine allégée, réduite, oui, ou être acquitté, tout simplement. Et alors, à ce niveau-là, si les juges du second degré ont une décision définitive, le prévenu Kamere, comme vous le citez, mais tout prévenu qui se trouverait dans ce cas-là, il forme un pourvoi en cassation. Il va maintenant à la Cour de cassation. Alors là, cette cour-là ne va pas juger du fond de l'affaire, mais le juge là de cassation va juger sur les moyens qu'on lui présente par celui qui conteste la décision qu'il a condamnée. Alors, est-ce que la décision du second degré, qui est définitive, est-ce qu'elle avait violé
les lois du pays, la violation de la loi. C'est ce que le juge de cassation va essayer d'examiner. Et quand il est saisi par les moyens invoqués par la partie qu'il a saisie, la partie pourvoyante. Il est saisi en présentant des moyens et les soutient de sa demande en disant voilà, le juge qui l'a condamné au second degré, comme le juge de première instance, ils ont violé telle disposition de la loi, alors qu'ils auraient pu faire autrement les choses. Alors en ce moment-là, la Cour va examiner les moyens qu'on lui présente contre cette décision-là. C'est ainsi que vous verrez que à cette Cour, à ces niveaux-là, il faudrait qu'on puisse présenter les mêmes moyens qu'on avait présentés devant les juges de second degré. Parce que si on va maintenant présenter des moyens, les moyens-là deviennent des moyens nouveaux. Alors ces moyens nouveaux, ils seront déclarés irrécevables là-bas. La session ne peut pas aller juger sur d'autres éléments nouveaux, non. Il ne juge pas sur des moyens nouveaux, non. Parce qu'on conteste la décision devant laquelle les moyens ont été invoqués, il faut que ces mêmes moyens soient présentés devant le juge de cassation. Alors, si on trouve que dans les moyens, celui qui est pourvoyant a ajouté quelque chose qui n'est pas, on déclare ces moyens-là irrécevables. Voilà. Parce que la Cour de cassation ne statue pas sur le fond de l'affaire. C'est sur la forme. Est-ce que le juge de second degré qui a rendu la décision définitive, est-ce qu'il a violé la loi? Il va regarder, examiner les moyens. Il peut y avoir 2 moyens, 3 moyens, 4 moyens, il va examiner tout ça. Il peut y avoir un moyen fondé. Et si le moyen est fondé, eh bien, on va casser la décision qui est attaquée. Oui, n'est-ce pas? Merci beaucoup, papa. Chers téléspectateurs, là, nous sommes en train d'aller mollo vers la fin de notre émission Tempo d'actualité. Voilà, nous étions là pour avoir de la connaissance. Vraiment, notre français était facile. Je crois que le français était facile. Voilà, papa. Le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, nous a apporté l'état de droit. Nous savons tous que nous sommes maintenant dans un état de droit. Et ça fait quelques années, nous avions appris que vous aviez été retraité précocement. Est-ce que, pensez-vous, porter plainte par rapport à ça? D'abord, l'état de droit, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a mené l'état de droit. L'état de droit, il est dans la Constitution. Hein? Quand vous regardez les préambules, les exposés de motifs, vous verrez qu'on prône là l'état de droit. Mais seulement, cet état de droit était négligé. Dans le passé, il était négligé, mais lui, il vient ressusciter ça parce que toujours dans son... C'est ce que nous entendions toujours dans son parti politique. On parlait toujours de l'état de droit. Nous voulons un pays, un état de droit, tout ça. Mais c'est prévu dans la Constitution. C'est prévu dans la Constitution. Ben, écoutez, nous avons été à la Cour suprême de justice. Nous avons été là-bas, nous avons été retraités. Mais c'était quand même apparemment, bon, on avait quand même violé certains textes, puisque le Conseil supérieur de la magistrature n'avait pas donné son opinion. Il n'avait pas donné son opinion. Parce que pour nous mettre dans l'état où nous nous trouvons aujourd'hui, il fallait quand même que ça puisse suivre la procédure normale. Parce que c'est le conseil, il y avait déjà le conseil supérieur qui existait, les membres étaient là. S'ils ne s'étaient pas encore réunis, mais il fallait attendre un peu. Mais on nous a fait partir en violant la loi qui portant le statut de magistrat et puis la Constitution elle-même, tout ça. Bon, c'est ça. Vous pouvez porter plainte aussi. Ça dépend. Hein. Si l'occasion se présente et qu'on peut le faire, on peut le faire. Il n'y a pas de problème parce que la Constitution a été violée. Nous avons fait des recours jusqu'à aujourd'hui sans suite. Hein, sans suite. Des recours, on les avait fait. Hein.
avec des arguments fondés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'on a fait de ces recours. Alors, peut-on avoir l'énergie d'aller, encore une fois, saisir la Cour constitutionnelle pour ça? Ben, on le verra. Vraiment. Papa, dites-nous un peu, vu votre expérience, aujourd'hui, si le président de la République, M. Antoine Tshisekedi, recourt à vous pour un poste de conseiller juridique à la présidence, vous allez accepter? Mais moi, je suis congolais. Je suis congolais. Nous avons fait notre temps dans la magistrature. Nous avons été retraités, tout ça. Nous avons, comme vous le dites, une expérience assez avérée aussi. Si, pour besoin d'intérêt national, que bien plus me proposer un tel poste, moi je ne peux pas m'interdire de le faire. On va travailler pour le pays. Nous sommes disposés à le faire, à travailler pour le pays. C'est ça. Là, devant nous, il y a des livres. Je crois que vous publiez aussi des livres. Je vois déjà 5 livres. Là, chers téléspectateurs, Junior Loata, si vous pouvez prendre en image les livres, il y a Beau à loyer résidentiel, les livres que papa a déjà publiés. Nous avons La souffrance et la réussite, c'est un roman. Il y a Trilogie, il y a Captain Monologue. Et puis, enfin, il y a les moyens nouveaux d'ordre public et des purs droits de cassation en matière civile. Voilà. Alors, je demanderai à tout le monde, à la population, vraiment, ce sont des livres écrits avec beaucoup d'intelligence. Vraiment, ce sont des livres qui ont beaucoup de connaissances à l'intérieur. Je demanderai à toute personne qui veut en procurer. Il y a 2 numéros là. Il y a 2 numéros. Vous pouvez toutefois nous appeler et vous allez avoir ces livres. Vraiment. Merci. Merci beaucoup vraiment de répondre à notre invitation. Vraiment, j'ai eu à comprendre certains concepts, certains que je ne comprenais pas. Je crois que la population aussi qui nous a suivis aujourd'hui ont bénéficié de quelque chose. Vraiment, je rappelle, des livres sont là. Des livres sont là. Ce sont des livres vraiment très importants. Surtout, pas seulement pour les gens qui ont fait le droit, non. Mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Vraiment, si vous en avez besoin, il y a des numéros là. Contactez-moi et vous aurez des livres. Chers téléspectateurs, merci. Vous étiez nombreux à nous suivre. On était avec Papa Denis Chimanga Mukubai, qui était les conseillers émérites à la Cour suprême de la justice. Vraiment, baza bambiaka na kati ya mboka na biso. Bambiaka ya makasi vraiment koleka. Vraiment, c'était pour moi des moments forts, des moments de connaissance, des moments d'apprendre avec un grand homme comme lui. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci à vous. Vous étiez nombreux à nous suivre, vous étiez nombreux à nous apprécier. Nous vous remercions et nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Carmel Media Info et vous ne serez jamais déçus. Vraiment, nous nous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Merci, bye.